Pour cette fois-ci nous concentrer sur une notion qui est celle de l'art. Voilà, alors pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet concernant cette carte mentale, je voulais faire un petit aparté sur qu'est-ce que l'art et quelles sont ses fonctions. Moi, vous voyez que dans la carte mentale, je vais juste voir les fonctions collectives et les fonctions individuelles, mais il faut que vous gardiez en tête qu'il y en a d'autres que vous pouvez tout autant utiliser dans le cadre d'une dissertation ou d'une réflexion. Heu, bon, on reviendra sur le fait que l'art, trouve son étymologie dans le mot technique, ça je reviendrai sur ce point-là. Heu, Ici, je pourrais vous mettre ce petit fichier-là sur le cloud, un rappel historique sur les différents arts et l'évolution de l'art entre, l'art égyptien, l'art religieux, l'apparition du christianisme, où les peintures vont servir à représenter essentiellement des moments et des épisodes sacrés. L'art médiéval, hein, qui vise à illustrer les mythes religieux, généralement, et qui devient un moyen de transmettre un message. Et puis ce moment décisif dans l'art qui est celui de la Renaissance, où on va voir effectivement émerger des tableaux réalistes qui visent à exprimer souvent l'expression, enfin en tout cas qui visent à exprimer l'intériorité de l'artiste et sa sensibilité, son sens esthétique, le message qu'il veut faire passer, qui passe très souvent d'ailleurs par une très grande maîtrise et une très grande technicité. Et puis, ce moment aussi où, on voit émerger des courants moins représentatifs d'un point de vue réalisme, notamment à travers l'impressionnisme et le cubisme, le XXe siècle qui, là, pour le coup, est une révolution dans l'art. Alors on a des arts entre guillemets «plus classiques» avec l'expressionnisme et le surréalisme, mais l'art contemporain, qui cette fois-ci, vise non plus à une maîtrise technique et une expression, singulière à proprement parler, mais davantage au détournement des objets et qui pousse le spectateur à la réflexion. Donc ça, on reviendra à travers certains exemples. Voilà, c'était surtout sur cela que je voulais m'arrêter. C'était les différentes fonctions qu'on peut attribuer à l'art et il en existe, de nombreuses, hein, bien sûr que la liste ici n'est pas exhaustive. Heu, on on notait qu'il existait une fonction magique, hein, avec, les masques dans l'art primitif qui visait à chasser les mauvais esprits. La fonction religieuse, j'en ai parlé juste avant. Ce point-là, on y reviendra, mais l'art a aussi une fonction de distinction sociale, puisque, suivant la culture artistique dont nous allons bénéficier, eh bien, cette culture-là va être représentative, du milieu social auquel on appartient et puis suivant aussi l'art qui nous touche, cela est souvent représentatif selon Bourdieu en tout cas, d'un point de vue sociologique, d'une appartenance à un groupe social. Il existe bien sûr dans l'art et ce sont voilà, celle-ci je ne l'aborde pas, mais vous pouvez tout à fait le faire, une fonction sociale, économique, politique et morale d'ailleurs. Fonction sociale et morale dans le sens où souvent l'art, permet de mettre, en valeur, une problématique spécifique d'une société à un moment donné. Si je prends l'exemple de Germinal, sur le cas, sociétal et sociologique de la condition des mineurs, de la pauvreté aussi de cette classe sociale. À l'inverse, Madame Bovary, pour une classe plus aisée, mais qui sombre dans un espèce d'ennui et une superficialité dans l'existence. Et puis la fonction économique à travers le marchandage des œuvres d'art, hein, qui, vise à apporter, une visée spéculative au travail de l'artiste. Heu, en amont de cela, on pouvait penser au mécénat, mais effectivement, depuis l'émergence, du capitalisme, l'art est aussi devenu un capital économique. C'est-à-dire que si vous possédez chez vous un Picasso, voilà, c'est que vous disposez, d'un avantage économique majeur. Et puis ça, on reviendra là-dessus, bien sûr, la fonction psychologique, l'art qui exprime les affects, qui exprime les sentiments, les émotions, qui peut rendre la vie plus supportable, qui permet une sublimation de la douleur ressentie, éprouvée. L'art qui est une forme de catharsis individuelle, hein, et qui permet, à l'artiste et au spectateur de transmuer la douleur et on pourra, ici tout à fait utiliser, la cristallisation de Stendhal par exemple, qui fonctionne très, très bien.
Voilà, donc je vais en revenir à cette carte mentale, et vous indiquer les éléments sur lesquels vous devez effectivement bien vous concentrer. L'étymologie en premier lieu est fondamentale. Heu, le art vient du latin ars qui signifie l'habileté, le talent, le savoir-faire, qui provient donc ce terme latin provient lui-même du grec techné, qui a donné le mot technique. C'est-à-dire le savoir-faire qui permet, de mettre en œuvre, d'obtenir un résultat qui a été déterminé. Donc, l'art a un point commun avec la technique, mais doit aussi être dissocié de la technique. C'est-à-dire que là où la technique vise à une finalité autre, l'œuvre d'art est créée pour elle-même. C'est-à-dire que, par exemple, le cordonnier a un savoir-faire technique et son but est de produire des chaussures qui permettront de marcher. Là où, lorsque vous produisez un tableau, vous allez peindre un tableau, vous produisez un tableau pour produire un tableau, dans un sens purement esthétique. Donc la finalité de l'œuvre d'art se contient en elle-même. Donc ça, c'est important et vous devez vraiment bien le retenir. L'art désigne cette création artistique qui est créée pour elle-même et non pour une finalité utilitaire qui lui serait extérieure. Vous avez un Picasso sur un mur, comme je reprends mon exemple de tout à l'heure. Alors c'est très bien d'un point de vue économique, on peut dire que ça a une finalité autre, c'est vrai, mais à la base, c'est fait pour être purement esthétique, pour représenter le beau. Donc l'art, c'est une création artistique qui vise la recherche du beau. C'est une valeur qui renvoie au jugement esthétique. Le jugement esthétique, c'est notre capacité à émettre un jugement de valeur concernant la beauté éventuelle d'une œuvre. Évidemment, et c'est le repère à ne pas rater quand on parle de l'art, c'est qu'il existe une subjectivité du jugement. Je le rappelle, est subjectif ce qui se rapporte au sujet de la connaissance et non à l'objet de la connaissance, où là on serait dans quelque chose d'objectif. Euh, Probablement que pour vous, un tableau sera beau, une musique sera belle, elle ne le sera pas forcément pour vos parents, vos amis. C'est la raison pour laquelle, quand on qualifie une production artistique de belle, on ne renvoie pas forcément à l'objet en lui-même, on renvoie au jugement de celui qui émet cette phrase de dire voilà, Guernica est un beau tableau. Si je reprends ce tableau-là, on peut dire effectivement que Guernica est un tableau extrêmement. Ah mince, excusez-moi. C'est un tableau extrêmement connu de Picasso. Maintenant, on ne s'entendra pas tous sur le fait que Guernica est un beau tableau. Ceux qui ne sont pas fans de Picasso n'aimeront pas nécessairement ce tableau-là, qui représente justement le mouvement cubiste et qui peut être, voilà, qui peut être dévalorisé pour certains. Voilà, donc j'en reviens à ce fondement subjectif. C'est vraiment le repère à apprendre ici. Pourquoi? Parce que justement, hein, l'œuvre d'art est souvent reconnue par une universalisation des subjectivités. À partir du moment où on parlera d'une œuvre d'art ou d'un chef-d'œuvre, on fera la distinction probablement, évidemment qu'on va renvoyer au fait que ce sont des sujets qui vont juger une œuvre de la même manière, mais dans leur subjectivité. J'ai remis ici les fonctions multiples des œuvres d'art. Excusez-moi. La première de ces fonctions est évidemment esthétique, c'est-à-dire que l'art, en fait, l'œuvre d'art nous indique le sens du beau, de ce qui est beau ou de ce qui permet d'être touché dans notre sensibilité, au niveau sensitif, sensoriel et au niveau de l'émotion aussi. Donc il y a vraiment ces deux volets. C'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas évacuer ces deux dimensions. C'est que l'art est indissociable de la sensibilité, à la fois de la sensibilité de l'artiste, hein, de celui qui va créer son œuvre, et à la fois qui a sa sensibilité par rapport au regard qu'il porte sur le monde, et puis par rapport au sujet, spectateur, qui lui va recevoir cette œuvre d'art avec sa singularité, son individualité. D'où l'intérêt aussi de ce repère-là, singulier, général ou universel. Bien sûr, une fonction morale de l'œuvre d'art, puisque vous avez beaucoup de tableaux, beaucoup d'ouvrages qui ont permis, de faire évoluer la morale des sociétés, de la faire avancer, de parfois la bousculer. Vous avez voilà, sur Art, etc., c'est un site que j'ai trouvé, et pour le coup, vous avez dans ces fonctions, justement,
celle de, voilà, à la fois de développer l'imagination, la créativité, donc de développer une forme d'originalité et à la fois, et ça il faut le retenir, une forme de subversion. C'est-à-dire l'intérêt ici, dans l'art subversif, ça va être de pousser le spectateur à interroger ses valeurs et ses croyances. Salvador Dali, par exemple, avait, alors je peux vous le montrer, avait peint un tableau du Christ qui peut être considéré comme subversif pour les croyants. Voilà, ce tableau-là, mince, il ne va pas s'afficher correctement. Non, Etsy, on ne veut pas. Bah, décidément, je suis désolée, je ne suis pas très à l'aise. Alors attendez, hop, voilà, bah, vous le voyez ici. C'est ce tableau-là du Christ de Salvador Dali, qui est un tableau vertigineux et qui peut être, pour le coup, considéré comme subvertif par une représentation qui n'est pas celle qui est conventionnelle voilà, dans la représentation des icônes ou de l'art religieux en général. Fonction politique, alors bon, j'en ai, pour le coup, là, je reviens 4 fois sur le même tableau, c'est pas... Guernica était à la base une contestation de la violence lors de la guerre d'Espagne, et pour le coup, vous avez cette représentation aussi au niveau politique de la violence de la guerre. Donc voilà, vous avez aussi un intérêt d'un point de vue politique et sociétal dans la représentation des œuvres d'art. Voilà. Alors, j'ai fait 3 parties différentes, comme le titre de mon chapitre et vous l'avez ici. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'art? Vous voyez ici que c'est un sujet analytique. On ne peut pas répondre de façon dialectique en disant oui ou non, de façon très schématisée bien sûr. Qu'attendre de l'art, ça veut dire que vous allez devoir trouver des domaines qui permettront de faire une analyse de ce qu'est l'art. Et pour le coup, ces 3 grands pôles que je vais utiliser dans le cadre de ce cours, c'est bien sûr le lien entre l'art et le beau. Est-ce que l'art doit rechercher nécessairement le beau? Est-ce qu'on peut identifier des fonctions collectives à l'œuvre d'art? Et est-ce que l'art permet individuellement, voilà, de nous apporter quelque chose? Est-ce qu'il y aurait une fonction spécifique au niveau individuel? Sachant que vous pouvez redispatcher toutes les fonctions analysées ici, dans ces différents cadres. Par exemple, la fonction collective, vous pouvez tout à fait évoquer une fonction politique, sociétale, sociologique, économique, dans ce cadre-là. D'accord? Dans la fonction individuelle, vous pouvez bien sûr faire la distinction entre la sensibilité de l'artiste et la sensibilité du spectateur. Mais ça, j'y reviendrai à travers Hume, Schopenhauer et Freud. Alors, on va rapidement aborder chacun des auteurs qui se trouvent ici, parce que je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue, sinon je ne pourrais pas la télécharger sur YouTube. Platon, alors je vais m'attarder quelques minutes sur Platon. Dans La République, il fait la distinction entre le beau et l'art. C'est-à-dire que pour lui, le beau ne se trouvera pas dans l'art, et j'insiste là-dessus. L'art, en fait, nous détourne de ce qui est beau. Pourquoi? Parce que l'art est ce qu'il appelle une mimésis, c'est-à-dire un mime, une imitation du réel, et cette imitation du réel vient nous détourner de l'essence des choses. Je m'explique. Vous avez l'idée, avec un grand I, l'idée du cheval dans votre tête. Vous allez voir un cheval, alors ça peut être un percheron, le gros cheval de trait, un Shetland, un tout petit poney, un selle français, un beau cheval, pour le coup assez harmonieux dans ses formes. Cette idée-là, suivant la race de cheval à laquelle vous allez penser, déjà la représentation, vous voyez bien qu'elle est différente de l'idée. Elle enferme votre idée du cheval dans une représentation sensorielle spécifique. Et si pour le coup je dessine un cheval, voilà, si j'en reviens, je suis désolée, hein, la page est ouverte donc je m'en sers, je crois qu'il y avait un cheval, voilà, si je reviens au cheval qui est là dans le tableau de Picasso, et ben cette représentation-là me détourne totalement de l'idée que j'avais au départ du cheval. Voilà. Donc cette idée-là, elle est plutôt intéressante puisque ce monde des idées, et je vous l'avais mis dans le cours, dans l'allégorie de la caverne, le monde des idées est ici. On en avait déjà parlé de cette allégorie de la caverne d'ailleurs, dans La République. Donc le monde des idées est le monde lumineux, accessible aux philosophes. Et nous, en fait, nous sommes enfermés dans cette représentation des choses que nous nous faisons de façon sensorielle. Eh bien, c'est comme si, ici, nous dessinions un cheval
et qu'on disait qu'en gros ce cheval était une représentation, comment dire? Fidèle. Alors qu'en fait, le vrai monde est ici. Donc pour Platon, l'art est véritablement dangereux, parce qu'il imite, et cette imitation, fait qu'il y a une infériorité de l'art, et cette infériorité, elle est à 2 niveaux. Déjà parce qu'elle nous éloigne du monde des essences et des idées, ça c'est une chose, mais aussi parce que l'art peut nous corrompre. L'art joue sur les émotions du spectateur et ce que dit Platon, il nous apprend à aimer ce qui est aimable et à haïr ce qui est haïssable. Alors, il ne faut pas croire que cela vient de nulle part. L'exemple vous savez que Socrate a été condamné, hein, parce que soi-disant il n'arrêtait pas de corrompre la jeunesse, il introduisait de nouveaux dieux, donc Socrate aura un procès pour ça, on le considère comme le temps, hein, il se considère lui-même comme un temps qui pique le flanc des chevaux, et donc Socrate sera condamné à mort pour cette raison-là. Et Platon pense que cette image dégradée de Socrate, elle vient aussi en grande partie de la représentation qu'on faisait de lui, notamment dans les pièces de théâtre d'Aristophane, où il était souvent représenté en espèce de perroquet très vilain voilà, qui clamait des mensonges depuis sa branche. Et cela aurait contribué à déprécier son image euh, sur la place publique d'Athènes. Et donc, voilà, ce qui aurait rendu l'issue du procès complètement fatale, en grande partie à cause de cela. Donc vous avez ces 2 idées que vous pouvez utiliser, et puis si on va un petit peu plus loin, l'art manipule la vérité et nous détourne du bien. Alors un exemple que vous pouvez tout à fait utiliser ici pour donner raison à Socrate, c'est le cinéma de propagande, qui donne une représentation de la réalité, qui nous détourne totalement de ce qui est, donc de la vérité, et de l'idée qu'on se fait du bien. Je vous ai mis cet exemple-là de Forces occultes, hein, qui était un film soi-disant plus ou moins influencé par l'ordre franc-maçon, et qui, pour le coup, euh, est un film commandité par la propagande, notamment de la propagande nazie lorsque la France était occupée. Voilà. J'en ai fini avec Platon, je pense que c'est assez clair. Vous pouvez retenir cette citation, que l'art est l'illusion d'une illusion, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure à travers justement la représentation du cheval. Alors pour Aristote, bien qu'il soit l'élève de Platon, c'est un petit peu différent. L'art, en fait, pour Aristote, dans un livre qui s'appelle La Poétique, n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Oui, l'art est une imitation, c'est vrai, donc il reprend cette idée. Alors, c'est pas une mimésis au sens où ça nous détourne, c'est une miméma, comme ça se prononce, hein, M-I-M-I, non, M-I-M-E-M-A, pardon. Et pour le coup, c'est ce qui va venir représenter des éléments de la réalité en les mettant à distance pour le spectateur. Autrement dit, l'art permet une catharsis, c'est-à-dire une purge, un épanchement des mauvaises passions. Voilà, c'est une représentation d'une réalité, mais qui va nous permettre de mettre à distance nos émotions. Alors, Aristote donne l'exemple de la tragédie, hein, avec la représentation du héros tragique, finalement, qui vient voilà, se battre pour la grandeur de l'humanité et qui ne survit pas. Et malgré tout, cela permet de mettre à distance, ce monde qui parfois peut être douloureux à vivre. Donc l'art produit une catharsis. Je vous ai mis un exemple que je trouve plutôt intéressant ici, bien que bien sûr vous avez compris par les attentats de Charlie Hebdo que cela peut être mal perçu, mais Charlie Hebdo est particulièrement reconnu pour le côté satirique de ses caricatures. Les caricatures sont faites pour montrer ce qu'il y a de laid dans la société, ce qui est difficile à supporter pour nous, en essayant d'utiliser l'humour comme palliatif. En même temps, on a une prise de conscience, on regarde les choses en face, et en même temps, l'humour nous permet de regarder ces vilainies de la société avec un peu plus comment dire, avec un peu moins de douleur, et donc ça permet de purger les passions sociales.
Je vous ai mis cette citation de Charb. Bon, vous avez compris que l'exemple de Charb n'est pas du tout, choisi au hasard ici. Hem Et certains d'ailleurs, dessins, de lui ont été projetés lors du procès des attentats de Charlie Hebdo. Je rappelle que Charb a perdu la vie dans cet attentat, et ce qui est assez, et c'est pour vous dire à quel point justement, ces caricatures, permettent, hein, de dériver l'émotion par l'humour. C'est que lors du procès, quand les caricatures ont été projetées, l'assemblée, qui était présente a ri alors que le procès était tragique en lui-même. Voilà. Je ne vais pas davantage m'étendre sur cet exemple. Donc voilà, vous avez compris ce à quoi sert l'art pour Aristote, hein. Vous avez vraiment euh, cette, euh, cette représentation du beau. Euh, j'ai évoqué voilà, cette distinction chez Aristote entre praxis et poésis, c'est-à-dire cette distinction qu'il existe entre les arts mécaniques et les arts libéraux, sachant qu'il va créer, lui, une hiérarchie de ces arts. Pour lui, les arts libéraux sont nobles, tandis que les arts mécaniques, eux, eh bien, viennent mobiliser le corps et sont serviles. Donc pour lui, la musique, les mathématiques, la rhétorique, la tragédie sont des arts libéraux, là où la peinture, l'architecture, la sculpture sont des arts mécaniques. Et pour le coup, il rejoint Platon. Pour Platon, en fait, l'artiste est vraiment quelqu'un qui est marginal dans la société et en dessous sociétalement. Et bien pour Aristote, c'est un petit peu la même chose, concernant en tout cas, concernant les arts mécaniques. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai fait cette distinction, je crois, voilà, ici. L'artiste, en l'occurrence, il n'invente pas, hein, il ne fait que couvrir une fenêtre, hein, sur le monde en donnant un point de vue. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant dans cette vision aristotélicienne, c'est qu'on a des choses multiples et pour le coup plutôt intéressantes. Je vous laisserai faire vous-même une petite recherche sur la définition entre praxis et poésis, de manière à ce que vous fassiez quand même un travail proactif et que vous puissiez vous l'approprier et vous l'attribuerez à l'un des deux arts à chaque fois. Donc je vous laisserai faire ça, puis on reverra ça en cours évidemment. Alors pour Kant, on va voir aussi dans la critique de la faculté de juger, euh, ah oui, j'avais pas parlé de la petite citation, la tragédie, ici, la citation d'Aristote, la tragédie, oui, ça reprend ce que je viens de vous dire, est une imitation qui accomplit la purgation des émotions, c'est-à-dire la catharsis. Voilà. Donc j'en reviens à Kant. Pour Kant, on va avoir, alors je vous explique rapidement ce qu'est le beau et vous verrez l'intérêt de l'art dans cette vision-là. Le beau exige une universalité du jugement, c'est-à-dire que le beau est un jugement subjectif que nous portons sur, voilà, sur le monde qui nous entoure. Et généralement, ce qu'on attend de ce jugement subjectif, c'est qu'il soit partagé par tous. Donc qu'il y ait une universalité de ce jugement de beau. La deuxième idée qu'on retient, c'est que lorsqu'on dit qu'un arbre est beau, on ne dit rien de l'objet. En revanche, on dit ce que nous ressentons à la vue de cet objet. Donc le jugement subjectif ne désigne pas quelque chose de l'objet, mais quelque chose du sujet qui est affecté par cette représentation, alors affecté au sens positif comme négatif. Donc du coup, voilà, le jugement de goût, quand on dit que quelque chose est beau, c'est différent de l'agréable et du bon, qui pour le coup, voilà, renvoie à notre sensation par rapport à ce que nous éprouvons de manière corporelle. Là où la représentation du beau va toucher la sensibilité de l'artiste. Concernant l'art, Kant va expliquer en se mettant du point de vue de l'artiste et notamment du génie artistique, euh, comment en fait on reconnaît l'artiste et plus particulièrement l'artiste de génie. Donc je m'arrête, voilà, vous voyez, ce sont deux choses différentes. À quoi reconnaît-on un artiste de génie? Déjà, premièrement, parce que lorsqu'il va créer, il ne suit pas des règles qui sont prédéterminées. L'artiste, quand il crée, a des difficultés à expliquer comment il va procéder. Parfois, un artiste qui vous dit, qui dessine, qui peint un tableau, c'est comme s'il l'avait fait, mais sans véritablement pouvoir expliquer précisément le plan qu'il aura suivi. Donc là, on voit bien une distinction entre l'artiste et l'architecte, en l'occurrence. L'architecte qui établit un plan pour construire un immeuble, l'artiste va davantage se laisser aller à cette espèce d'intuition dans la création,
qui fait d'ailleurs sa créativité particulière. La deuxième chose, c'est que ces règles sont originales dans la création, c'est-à-dire que l'artiste de génie ne copie pas. L'artiste de génie invente ses propres règles. Vous savez que De Vinci était particulièrement connu pour avoir une technicité très spécifique, tout comme, alors souvent j'utilise cet exemple-là, tout comme Michel-Ange lorsqu'il a sculpté, alors là je vous ai mis l'ange de Michel-Ange, vous avez chez Michel-Ange un livre qui est sorti où il a recensé les poèmes qu'il a écrits et où il dit: «J'ai vu un ange dans le marbre et je l'ai ciselé, le marbre, jusqu'à l'en libérer». C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas capable véritablement d'expliquer comment il a fait et en même temps, vous avez chez Michel-Ange, particulièrement dans la sculpture, cette espèce de touche très individuelle, très originale, qui fait qu'il ne peut être, enfin, il ne copie pas en fait ce qu'il a déjà vu. Voilà, j'espère que je suis claire, c'est pas forcément, facile à expliquer. Et puis surtout, bien sûr, ces œuvres vont servir de modèle. Si je prends l'exemple du David de Michel-Ange, c'est une sculpture immense, qui est, particulièrement connue, et qui, bien sûr, voilà, vous rendez compte de la grandeur de cette statue, et qui représente justement cette proportion parfaite, du corps, et notamment du corps de l'homme. Et donc en fait, cette œuvre a servi de modèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, l'artiste de génie sert de modèle, mais personne n'arrive à sa «cheville» entre guillemets. C'est-à-dire que Michel-Ange avait de nombreux élèves et pour autant, il reste Michel-Ange et il n'a pas été dépassé. Voilà. Alors j'espère que ce premier point a été clair pour vous. Je vous invite à faire ce petit exercice de comparer les 2 images. Donc vous avez la banane de Cathélan, hein, il a collé une banane sur un tableau et ça a fait une œuvre d'art et puis, bah, l'ange de Michel-Ange et voilà, et je vous invite à faire cette petite distinction entre le beau et l'œuvre d'art selon Kant. Pour vous, laquelle est une belle œuvre d'art entre ces 2 images si on se fie à Kant en lui-même. Voilà. J'aime beaucoup cette citation de Kant, je vous invite à la retenir concernant le génie artistique. Il est capable d'exprimer et de rendre universellement communicable ce qui est indicible dans l'état d'âme lors d'une certaine représentation. Vous avez en fait cette capacité pour le génie de représenter de manière absolument incroyable, sachant que nous ne serions pas capables d'en faire de même, et bien de représenter un événement avec tout le talent qui est le sien. Je vous invite aussi à, si vous allez prochainement à Paris, à aller voir dans la galerie des grands tableaux cet incroyable tableau. Donc je vous montre les dimensions, hein, il fait 5 mètres sur 7, ce qui est énorme. Et c'est le radeau de la Méduse de Théodore Géricault, qui est un tableau fascinant. C'est-à-dire que quand on est dans cette galerie, déjà on ne peut pas le voir intégralement parce qu'on est près du tableau et du coup il est tellement grand qu'on doit vraiment prendre du recul. Et puis c'est un tableau qui absorbe, enfin je veux dire, on se retrouve pris sur ce radeau avec le mal de mer qu'on pourrait avoir, avec cette lueur d'espoir de ceux qui aperçoivent au loin un petit point. Alors on le voit mieux quand on est face au tableau, mais il y a un petit point de ce bateau qui va venir les sauver. Et bien sûr ici de toute cette morbidité autour de la mort, des cadavres, de ce père qui tient le corps de son fils. Voilà, mais ça on pourra en parler plus longuement quand on reprendra cela en classe. Alors, j'en arrive justement à ce deuxième point, c'est-à-dire les fonctions sociales spécifiques, collectives et culturelles liées à l'œuvre d'art. Alors, pour ce point-là, bien sûr, bah, Nietzsche, on va pas y échapper, vous l'avez compris. Dans le livre La naissance d'une tragédie, on verra Walter Benjamin et Pierre Bourdieu. Pour Nietzsche, et c'est la chose à retenir, l'art est créateur de valeur. L'homme, en fait, est précisément l'artiste et celui qui va donner un sens esthétique à la vie, un sens esthétique au monde qui l'entoure en exprimant à la fois son individualité, mais aussi en se dépassant à travers la création. Donc vous avez vraiment ces 3 éléments qu'il faut retenir, l'expression de la singularité du regard que l'artiste porte sur le monde, cette notion d'auto-dépassement, c'est-à-dire que l'artiste se surpasse lui-même dans la création, et bien sûr cette expression de la puissance qui va avec les 2 premières idées.
L'homme est donc à la source du beau, il y fait à travers le beau l'éloge de sa puissance, et bien sûr, c'est une vérité qui sera en premier lieu une vérité esthétique, hein, ce regard spécifique de l'artiste qui est porté sur le monde. Ce qu'on retient, et j'aime beaucoup cette idée de Nietzsche, c'est que l'artiste est l'exemple de l'individu qui est capable de faire danser en lui deux forces chaotiques ou deux forces puissantes, on va le dire plutôt comme ça, celle de Dionysos, hein, qui est le dieu de l'ivresse, le dieu du chaos, le dieu du désordre, et celle d'Apollon, qui est le dieu, pour le coup, de l'ordre, le dieu de la rationalité. Et donc on a cette interaction dialectique, c'est-à-dire cette espèce de danse de ces deux forces entre elles, qui sont complémentaires et qui permettent justement de transcender ces limites. Voilà. Alors moi j'ai choisi cet exemple-là, mais vous êtes absolument libre de choisir l'artiste que vous voulez. Moi j'ai choisi les Montres molles de Salvador Dali à travers le surréalisme, et on voit dans cette œuvre justement le côté un peu délirant de l'artiste, le côté aussi où il va à l'encontre de ce qu'on saisirait de façon intuitive, c'est-à-dire des montres toutes molles comme ça qui se laissent aller sur le sol avec des formes un peu... voilà, on essaie de voir ici une sorte de canard sans pour autant le reconnaître. Euh, voilà, donc du coup, vous avez ici, dans cette idée du tableau, une expression donc, qui va à l'encontre de cette autocensure, hein, il va faire appel à ses souvenirs, à ses croyances, à son enfance, à sa vie personnelle. Et puis je vous ai mis d'ailleurs une petite citation de lui qui, je trouve, pourrait être plutôt sympa. Mais je ne vais pas prendre trop de temps, je suis désolée, parce qu'il faut vraiment qu'on avance. Deuxième point, alors ça me semblait important qu'on aborde la pensée de Walter Benjamin dans l'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique, où Walter Benjamin va véritablement montrer qu'il y a une transformation de ce qu'on attend de l'art et de la valeur de l'œuvre d'art avec le développement de la technique, notamment à travers le cinéma et la photo. Pourquoi? Parce que ces œuvres-là souffrent, enfin, en tout cas sont marquées par une reproduction de masse, à la différence d'un tableau qui, lui, est marqué par sa singularité, qui a été fait par la main du maître. Vous avez justement, quand vous allez au Metropolitan Museum of Art à New York, vous arrivez dans une petite salle dans laquelle il y a des esquisses de Michel-Ange, de Léonard de Vinci, enfin des artistes du Quattrocento italien, et vous vous dites que derrière ces petites esquisses qui n'ont l'air de rien, il y a la main d'un homme, il y a la main d'un seul homme. Et donc cette singularité fait quelque part la valeur de l'œuvre d'art, là où dans un film, si on parle, bon, on aime Nolan, hein, si on parle d'Interstellar par exemple, qu'est-ce qui va faire que c'est une œuvre d'art alors qu'il est possédé par tous? Alors que tous, on peut tous avoir Interstellar chez nous. Voilà. Donc pour Walter Benjamin, eh bien évidemment, quand on parle d'une œuvre d'art, on ne parle pas de la même chose si on parle d'une esquisse de Léonard de Vinci ou si on parle d'un DVD d'Interstellar. Parce que dans le DVD d'Interstellar, eh bien malheureusement, l'œuvre d'art, elle perd de son aura. Et son aura, c'est ce qui fait son caractère unique, authentique, ce qui est absolument irremplaçable. Et donc, au final, on a une mutation de la définition de l'art, et elle va répondre d'ailleurs à des fonctions collectives très différentes. C'est que l'art, par le cinéma, par la photo, devient divertissement, et notamment un divertissement destiné aux masses. Alors c'est un petit peu trivial hein, de le dire de cette manière, mais comme on vient divertir les masses, eh bien, il y a derrière cette reproductibilité une crainte de manipuler ces masses et de pouvoir les emmener là où nous avons envie de les faire aller. Et l'art vient se confondre avec la politique, parce que l'art devient un mode d'influence du politique sur les populations. Voilà. J'en ai parlé ici. Je ne sais pas si j'ai mis un exemple, mais vous pouvez parler, alors même à des fins positives. Si on prend les temps modernes de Charlie Chaplin, je reviens, je crois que je l'ai mis ici en voilà, temps moderne de Charlie Chaplin. Eh bien, pour le coup, c'est un film qui vise à nous faire prendre conscience des dangers de ce travail à la chaîne. Donc il y a quand même une fonction positive, mais vous voyez bien que c'est une fonction collective, là où avant l'art était marqué par la singularité de la main de l'artiste et la singularité
du spectateur qui est face au tableau. J'en arrive au dernier point. Alors, je vous ai mis cette citation que j'aime bien parce que du coup, ça renforce cette idée d'une manipulation des masses, et vous pouvez parler ici, encore une fois, du cinéma de propagande, ou du cinéma populaire aussi, hein, qui vise à divertir les foules. D'où une nouvelle sélection, une sélection devant l'appareil de laquelle la vedette et le dictateur sortent vainqueurs. Donc ça, c'est des craintes de Walter Benjamin concernant un détournement de ses œuvres d'art destinées à ce qu'on appelle les masses. Voilà. Dernier point, Pierre Bourdieu, dans la distinction et le critère social du jugement, où là, Pierre Bourdieu note, alors c'est un sociologue, hein, donc Pierre Bourdieu va avoir une vision très sociologique de l'art, et il note le fait que l'art appartienne ou renvoie à un capital culturel que nous avons dès la naissance, en fait, ce qu'il appelle, lui, l'habitus. Ce sont les traits que nous allons acquérir à partir de la position sociale que nous avons. C'est valable, et pour ceux qui font la prépa avec moi, je mets la parenthèse ici, dans notre manière de se tenir à table, d'avoir connaissance par exemple, du positionnement des différents couverts et de leur utilité, de savoir reconnaître, parce qu'on a été éduqué au niveau de notre palais, de savoir reconnaître certains mets et la valeur de certains mets. L'habitus, c'est notre capital culturel que nous allons acquérir dès la naissance et qui est lié au milieu social auquel on appartient. Et pour Pierre Bourdieu, la fonction collective de l'art, c'est justement d'être un marqueur de cette distinction sociale et de cette inégale distribution des ressources culturelles. Pierre Bourdieu, c'est un sociologue qui parle d'un capital culturel et pas économique. C'est-à-dire que lui ne met pas ça forcément ou nécessairement en lien avec l'argent qu'on a sur le compte en banque, mais davantage avec l'éducation que nous allons avoir à la culture et en particulier à l'art. Et donc la culture artistique, c'est un capital social qui est un marqueur de cette distinction. Et donc dans le cours, j'ai choisi une citation de lui qui pour le coup est représentative de cette fracture qui s'opère et qui donne une grille d'interprétation d'ailleurs hein, du monde sociétal auquel on appartient. Sans éducation préalable à l'art, on appréciera plus difficilement un Kandinsky, vous voyez, ça c'est un tableau de lui, qu'une peinture de fleurs ou de paysage plus immédiatement lisible par tous. Et donc pour lui, pour comprendre ce tableau, il faut que nous soyons par ailleurs, par avance, éduqués à l'art. Et donc il continue en disant « L'universalisme est une illusion pour les masses, l'art pur, sans rapport à l'utilité ou plus exactement à une fonction préalable, est une illusion pour les élites. » Ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée-là, c'est-à-dire qu'un art qui serait immédiatement compréhensible par tous serait en fait une illusion artistique et esthétique visant à toucher le plus grand nombre. Voilà, je vous ai mis une définition de l'habitus ici, j'ai fait un petit paragraphe spécifique là-dessus, je vous laisserai le lire, mais je pense que ça a été plutôt clair. J'en termine avec les fonctions individuelles. Alors, concernant les fonctions collectives, vous avez aussi, bien sûr, et là vous pouvez, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un auteur, vous pouvez tout à fait en revenir à ce que je vous expliquais dans l'introduction, c'est-à-dire à ces fonctions politiques, à ces fonctions sociales, de dénonciation aussi, hein, je pense à la lettre J'accuse d'Émile Zola concernant l'affaire Dreyfus, je pense à Germinal, qui est un livre qui, pour le coup, ou un écrit qui, pour le coup, vient dénoncer des faits qui sont difficilement soutenables du point de vue de la moralité sociétale et économique. Et là, Charlie Chaplin peut aussi être utilisé. Voilà, c'est à vous de vous faire vos propres idées. Mais vous pouvez tout à fait, dans ce cadre des fonctions collectives, utiliser cet argument-là. Je vous invite même à le faire. Dernier point, et bien sûr, pardon, hein, je fais des rappels, parler ici de ce qu'on avait vu concernant le cinéma de propagande qui nous influence, ça peut aussi démontrer les dangers dans les fonctions collectives de l'œuvre d'art, ce que l'on a plus ou moins abordé avec Walter Benjamin. Bah là, pour le coup, le cinéma de propagande fonctionne. J'en arrive donc aux fonctions individuelles, enfin. Donc là, on va se concentrer sur ce qu'il se passe pour l'individu, et plus particulièrement pour à la fois l'artiste et le spectateur. On va faire une distinction, et la première, c'est une distinction de David Hume dans Qu'est-ce que le jugement esthétique, entre la délicatesse des passions. La délicatesse des passions, c'est ce qui nous rend malheureux car elle nous soumet aux aléas négatifs de la fortune du destin.
c'est-à-dire à ce que nous vivons de malheureux autour de nous. Et pour lui, on doit préférer à cette délicatesse de la passion, la délicatesse du goût, c'est-à-dire ce qui va venir nous guérir, ce qui, nous permet d'être séduits par les belles choses et donc d'éduquer notre sensibilité d'éduquer et de cultiver d'ailleurs, hein, puisqu'on peut utiliser ce mot, de cultiver notre sensibilité, aux belles choses pour vivre mieux. Donc ce qu'il appelle le goût, c'est la faculté que nous avons de porter un jugement relatif au goût, au beau, et nous pouvons de ce fait cultiver ce goût alors qu'on ne cultive pas la passion, pour nous aider à vivre mieux et pour nous permettre d'atteindre le bonheur, la sagesse et par conséquent, la morale. Donc pour lui, on a cette citation, hein, quand on présente un poème ou un tableau à un homme qui possède ce talent, la délicatesse de ce sentiment fait qu'il est touché de façon sensible par toutes ses parties. C'est-à-dire que celui qui sait être éduqué à recevoir une œuvre d'art comme il doit la recevoir, parce qu'on doit malgré tout être éduqué à comprendre l'art et à comprendre quel message sensible on peut recevoir de lui, eh bien, de fait, nous serons touchés dans notre individualité intégralement. Et donc, en se forgeant cette éducation au goût, l'étude des beautés, de ce qui est beau, va nous aider à nous rendre plus heureux, puisque nous n'allons plus être ballottés par les aléas de l'existence et par le feu de la passion, mais nous allons nous éduquer à voir les belles choses, à être sensibilisés aux belles choses qui nous entourent. Et donc, l'esthétique chez David Hume a une portée morale. Puisque nous allons voir les belles choses, eh bien, nous allons aussi nous éduquer à voir ce qui est beau, ce qui est bien, à voir la valeur de l'amour, de l'amitié. Voilà. Bon, si vous avez des questions, on y reviendra en cours. Alors là, j'aurais tendance à vous donner un exemple, mais pour le coup, je ne suis pas du tout objective, mais voilà, la délicatesse du goût des Red Hot, ça fonctionne très bien ici. Bref, blague à part. Schopenhauer. Alors, Schopenhauer, dans Le monde comme volonté et comme représentation, on ne va pas se mentir, Schopenhauer a une vision pessimiste de l'existence. Nous l'avions vu, cette existence génère du malheur, on oscille entre ennui et frustration, lorsqu'on essaye d'assouvir un désir, donc on n'est jamais vraiment heureux, les relations aux autres sont très compliquées, puisqu'ils nous comparent à des porcs épics. Quand on a besoin des autres, donc on se rapproche, mais quand on se rapproche trop, on se pique et on se fait mal, donc on s'isole, et ensuite on souffre de la solitude, donc on se rapproche. Donc on est dans cette espèce de cercle vicieux permanent qui fait que l'existence est difficile à supporter. Et c'est là où l'art intervient, parce que l'art va nous apporter une consolation provisoire en transformant la douleur en un spectacle qui est représenté, et qui va nous permettre justement un petit peu comment dire, d'extérioriser cette douleur qu'on peut ressentir en nous. Alors pour lui, le propre du génie est qu'il connaît l'art, le monde de l'être, le monde des idées. Ok, bon bah, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, parce que ça n'a pas moins d'intérêt ici. Mais l'idée, c'est vraiment de dire que nous ressentons un plaisir esthétique et une jouissance qui nous permet justement de mettre en pause, de faire une trêve dans cette souffrance permanente que nous ressentons en nous de façon constante, que ce soit en société ou individuellement à travers les désirs. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de cette œuvre d'art qui nous permet justement de nous détacher de la condition malheureuse hein, de notre existence. Et je vous invite justement ici à trouver en vous, dans votre culture artistique, l'œuvre d'art qui vous aurait arraché à la douleur et pourquoi est-ce qu'elle vous a arraché à la douleur. Dernier point, et j'en terminerai avec cela, Sigmund Freud par lui-même, qui est un livre écrit par Freud, hein, vous l'avez compris, et dans lequel Freud va s'interroger justement sur les fonctions de l'art, et pour lui, cette fonction individuelle est marquée évidemment par une fonction thérapeutique. Alors on se concentrera ici davantage sur le point de vue de l'artiste, puisque l'artiste, par son potentiel de création, va permettre d'exprimer librement l'émotion qu'il ressent en lui, son ressenti, et donc du coup de transformer cette extrême sensibilité, cette douleur qui est en lui,
pour l'extérioriser, pour la mettre en dehors de lui-même. Alors j'ai mis, voilà, ma vie, et la psychanalyse, c'est voilà, même chose. Je vous ai mis une citation: «L'artiste comme le névropathe s'était retiré loin de la réalité insatisfaisante dans ce monde imaginaire, mais à l'inverse des névropathes, il s'entendrait à trouver le chemin du retour et à reprendre pied dans la réalité». C'est-à-dire que l'art, et c'est très important, l'art chez Freud nous aide à nous confronter aux principes de réalité. Donc pour lui, on a une espèce de purgation dans l'art qui est très intéressante, puisque l'artiste ne va pas se laisser, ne va pas être rendu esclave de son ressenti et de son hypersensibilité, hein, même si le terme est un peu anachronique. Il ne va pas en être esclave, puisqu'il va justement, par le biais de l'art, extérioriser ce ressenti pour pouvoir se reconnecter, se confronter et se reconnecter au principe de réalité. D'accord? Donc c'est ce qui lui permettra de reprendre en considération le monde extérieur. Euh, donc du coup, je vous ai mis cet exemple parce que c'est marrant, mais bah, c'est très personnel, mais quand je lis Freud, je pense à Vincent Van Gogh, dont vous connaissez l'histoire, hein, qui a vécu dans un extrême dénuement, dans une extrême pauvreté, qui est mort sans avoir connu le succès qu'est le sien aujourd'hui. Donc il a vraiment eu un talent reconnu, mais post-mortem. Il n'aura jamais connu le succès de ses œuvres, ce qui est vraiment une destinée totalement tragique. Et du coup, Vincent Van Gogh était évidemment un artiste tout à fait torturé. Et j'aimerais justement que vous fassiez vous-même cette recherche concernant ce tableau-là spécifiquement, qui était la chambre de Vincent Van Gogh, et que vous expliquiez en quoi eh bien, cette représentation de sa chambre a permis une forme de catharsis personnelle, malgré la douleur insondable qu'il ressentait en permanence. Voilà, vous pouvez établir une comparaison entre les rêves et les œuvres d'art, hein, dans cette idée d'une espèce d'exutoire de ce que nous ressentons inconsciemment en nous de négatif, et qui macère un petit peu dans notre inconscient. Donc l'art, voilà, a cette fonction de purge, a cette fonction exutoire qui permet à l'artiste de se reconnecter, de se reconnecter même temporairement au réel. Vous retenez cette citation que je trouve pour le moins éloquente: ces créations étaient des satisfactions, les satisfactions imaginaires des désirs inconscients. Bien sûr, il parle ici de l'artiste. Voilà, j'en ai terminé avec l'explication de ce cours. Juste parce que j'ai oublié de le préciser, et je vous le redis maintenant, Nietzsche était un ami de Wagner, dont donc ils étaient mutuellement fascinés l'un par l'autre, c'est-à-dire Wagner fasciné par la puissance philosophique de Nietzsche, et Nietzsche totalement fasciné par la puissance créatrice de Wagner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où Wagner va commencer à se mettre en lien avec les régimes antisémites, Nietzsche va couper tout lien avec lui, puisque bien sûr Nietzsche était profondément contre l'antisémitisme, puisque pour lui l'antisémitisme était une morale née du ressentiment, et donc si c'est une morale née du ressentiment, c'est une morale des esclaves. Donc Wagner, qui était pour lui finalement un des exemples de cet artiste qui arrive à s'auto-dépasser, est devenu, par les affiliations politiques de ce dernier, un contre-exemple, puisqu'il s'est nourri de la haine de certains, donc ici des juifs, voilà, ce qui pour Nietzsche, pardon, était totalement inconcevable et impardonnable. Voilà, j'en ai terminé avec ce cours, j'espère que ça n'aura pas été trop long. Et voilà, nous en reparlerons si nécessaire. Au revoir, à bientôt.